Bonjour Michel Bonjour. Aglietta. Nous sommes très contents de te recevoir dans ce format face à face à l'occasion de la publication de ton dernier ouvrage avec Natacha Valla, Le futur de la monnaie. C'est un ouvrage qui fait suite à de très nombreux autres ouvrages sur les questions monétaires et de central banking, où tu poses les jalons d'une pensée, très complexe, singulière, profonde sur les questions monétaires. Donc vous ouvrez cet ouvrage sur ta conception théorique des questions monétaires, et ensuite sur des domaines, des champs qui ont une actualité particulière, comme par exemple les crypto-monnaies, finance et transition écologique, la question de l'évolution du système monétaire international, etc. Et j'ai été assez satisfaite de voir, par exemple, que sur les crypto-monnaies, des travaux qu'on avait faits il y a un peu moins de 20 ans, constituent notamment sur les réseaux ouverts, réseaux fermés, constituent toujours un soubassement. Et je trouve que ça, c'est très symptomatique de la manière dont tu forges ta pensée par intégration successive des nouvelles configurations institutionnelles, des nouvelles innovations. Et tout ça montre bien la robustesse, en fait, du cadre que tu forges année après année sur ces questions monétaires et de central banking. Et donc cette pensée résiste très bien, en fait, en réalité, aux évolutions monétaires et financières au long cours, et qui sont majeures aujourd'hui. Donc pour commencer, je pense qu'une bonne entrée en matière, ça serait d'expliquer, en fait, à nos auditeurs pourquoi tu t'opposes finalement assez frontalement à une vision technicienne de la monnaie. C'est ce que dit Benoît Cœuré dans sa préface. Vision technicienne de la monnaie, qui pourtant est celle qui domine dans l'esprit de nos décideurs et celle qui a prévalu à la création de l'euro. Et donc, première entrée en matière, ça serait bien que tu nous expliques ça. Pourquoi est-ce que les économistes, en général, sont assez désarmés pour penser la monnaie, et en quoi ta conception est une conception qui s'inscrit dans une tradition institutionnaliste, keynésienne également, de la monnaie, où tu penses notamment le système de paiement comme un ensemble de règles. Et ici, à Nanterre, on a eu un autre grand économiste qui travaille sur ces questions, c'est Jean Cartelier, qui creuse également ce sillon de la monnaie comme système, comme ensemble de règles à travers le système de paiement. Donc voilà. À toi la parole. Oui, le problème est le plus fondamental possible par rapport à la théorie économique, parce qu'il concerne la valeur. Il y a deux conceptions de la valeur, par conséquent. L'une qui est en effet considérée comme prépondérante, mais il ne faut pas oublier qu'elle aboutit à un paradoxe pour nous, qui est la neutralité de la monnaie. C'est-à-dire qu'en réalité, tout se passe comme si la monnaie n'existe pas. Pourquoi ? Parce que la valeur est supposée substantielle. Et substantielle dans la tête des individus, ce qu'on appelle l'utilité. La valeur préexiste en quelque sorte, comme une substance par le fait que les individus l'expriment comme une caractéristique de leur être. Bien entendu, ceci implique que la société n'existe pas. Et cette valeur-utilité, donc, doit aboutir forcément à une notion de neutralité de la monnaie, puisqu'elle n'a pas de raison d'exister au plan fondamental. Et la conséquence de ça, bien sûr, c'est que malgré tout, le collectif, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de collectif, il n'y a que des individus et des marchés. Et on s'aperçoit malgré tout que pour arriver à déterminer le système des prix, c'est-à-dire le système des relations d'échange, qui sont quand même un lien social, mais spécifique, il faut finalement présupposer un secrétaire, il faut présupposer une entité de fiduciaire en quelque sorte, quelque chose auquel on croit, mais qui va être incorporé dans le mécanisme de fonctionnement des prix. Voilà, et à ce moment-là, la monnaie n'a pas d'existence théorique. L'autre conception de la valeur, c'est celle qui part du collectif. C'est-à-dire, ce qui est premier, c'est la société.
et les individus appartiennent à la société. Et le rapport d'appartenance est le problème. Dans les conditions où les relations entre les membres de la société et la société sont des relations d'échange d'objets et de services, enfin, d'objets en général, à ce moment-là, se pose le problème de la manière dont le lien social, puisque le problème dans cette conception où le collectif est premier et la question est l'appartenance de l'individu au collectif, qui est toutes les sciences sociales, sauf l'économie, je veux dire, sont confrontées à ça. Mais l'économie y est aussi, mais elle fait semblant de ne pas y être, bien ce que j'ai dit. Eh bien, dans ce cas-là, la valeur est relationnelle. Et donc, c'est un rapport social qui fait partie des rapports sociaux. Et ce rapport social s'appelle le paiement. Et la réalisation de la valeur s'appelle la finalité des paiements. Donc, ça veut dire que la monnaie est un lien social. Elle fait partie de l'ensemble des liens sociaux qui nous insèrent dans le collectif et qui assurent notre appartenance. Ce lien social, c'est le système des paiements. Par conséquent, lorsqu'on parle de monnaie, il ne faut pas parler d'un objet, il faut parler d'un système, le système des paiements, qui est un type de lien social. Voilà, donc ça nous fonde à ce moment-là la monnaie. Alors, pourquoi elle est souveraine? Parce que quelque chose d'essentiel existe dans le fait que le collectif, pour exister comme une permanence qui rassemble des individus, implique une formalisation, implique une institutionnalisation, car elle implique une entité fondamentale qui est une entité dite régalienne, qui a disons, le monopole de la violence légitime, qui s'appelle l'État. Donc, je dois poser, dès lors que je pose la question de la valeur comme relationnelle, c'est-à-dire le problème de l'individu comme celui de son appartenance à un collectif, le fait qu'il existe, dès que ceci s'est produit, ça s'est produit avec la fin du néolithique, la mise à distance du sacré. L'État apparaît. Donc l'État, ce n'est pas l'État-nation d'aujourd'hui, mais l'État-nation est une des formes de l'État en général, c'est-à-dire ce qui a, si vous voulez, une légitimité, qui est une légitimité d'ordre qui exprime le collectif sous la forme d'une institution. Et la monnaie est une de ces institutions. Donc la monnaie appartient à la souveraineté, et elle appartient en tant qu'institution qui s'appelle système de paiement. Donc ça, c'est le point de départ fondamental. Alors une fois qu'on a ce point de départ fondamental, on peut aboutir à des choses qui font partie de cette question initiale, et puis je terminerai là-dessus. C'est comment s'exprime alors ce lien social qu'est la souveraineté monétaire. Si c'est souverain, ça appartient à l'État, au sens que ça appartient à cette forme suprême du collectif qu'est le souverain. Dans le monde moderne, bien sûr, l'entité qui exprime cela s'appelle la Banque centrale. Et donc la Banque centrale fait partie de la souveraineté. Ça, c'est vraiment essentiel. Alors, une fois qu'on a compris ça, on se dit, et ce qu'il faut regarder, c'est comment le système des paiements est structuré. Eh bien, le système de paiement est structuré par, disons, quelque chose qui est l'ancrage fondamental, évidemment qui va être le point de départ de la notion même de valeur, dans le cadre d'une valeur relationnelle, qui est l'unité de compte. Et donc, ce qui est absolument crucial et que les gens oublient, c'est que l'unité de compte fait partie du souverain. Elle est reconnue, elle doit être reconnue par la loi, elle doit être reconnue par le juridique. Et par conséquent, toute entité exprimant de la valeur doit s'exprimer en unité de compte. Donc à partir de ce moment-là, on a quand même le fondement de ce qu'est la monnaie relationnelle.
Et après, le système de paiement doit aller à la réalisation de la valeur, puisque je dis que la valeur relationnelle se réalise par le paiement. Et donc, ça se réalise par ce qu'on appelle la finalité des paiements. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les paiements doivent faire partie, disons, de cette institution système de paiement. Et le point important, c'est qu'est-ce qui réalise la valeur, donc qu'est-ce qui réalise vraiment le paiement, ce que j'appelle la finalité des paiements. Eh bien, c'est quelque chose évidemment d'essentiel, c'est un paiement est final, n'est-ce pas, lorsqu'il a été reconnu par la société dans son ensemble, à travers la Banque centrale en vérité, hein, c'est-à-dire à travers l'entité qui domine le système des paiements et qui est, on pourra expliquer quoi la finalité des paiements et donc la réalisation de la valeur, c'est ce que la société a jugé et qu'elle reconnaît et nous rend en quelque sorte à travers le paiement, ce que nous lui avons apporté par notre activité. Donc, elle insère d'une manière profonde les individus et les acteurs économiques en général dans la notion de finalité des paiements, qui est réalisation de la valeur. C'est la même chose. Réaliser la valeur et réaliser la finalité des paiements, c'est la même chose. Ce qui veut dire que la monnaie est totalement ancrée comme souveraine dans le processus par lequel le lien social s'exprime sous cette forme, qui est la forme des échanges d'objets et de services. Très bien, merci. Donc venons-en à un chapitre maintenant qui traite des monnaies digitales, c'est-à-dire quelque chose qui a une grande actualité, hein, notamment avec tous les débats sur les monnaies centrales digitales aujourd'hui, mais pas uniquement. Donc à la lecture de ce chapitre, on se rend compte et on comprend bien pourquoi, après t'avoir entendu juste avant, hein, on se rend compte que l'irruption des géants d'Internet, donc des espèces d'oligopoles privés dans les services de paiement, dans tout ce qui est relatif aux services financiers, à la gestion de la monnaie, c'est un enjeu majeur, mais qui dépasse même la simple économie, hein, qui est un enjeu majeur pour les sociétés démocratiques, hein, puisqu'il y a une captation de données privées qu'on leur donne gratuitement. Hein. Et ce qu'on sent très bien à la lecture de l'ouvrage, c'est que ça porte un risque important, le risque d'un monopole privé sur la monnaie. Et donc j'aimerais bien que tu puisses développer un peu autour de cette idée. En quoi est-ce que c'est un risque, l'immersion de ces géants d'Internet dans les services de paiement et dans la gestion de la monnaie. Et également sur une idée qu'on trouve également dans l'ouvrage, c'est que pour faire face à ce risque, il ne suffit pas d'avoir une réglementation d'ordre financière, mais quelque chose qui a trait également à la politique de la concurrence. Et donc, on aimerait bien t'entendre sur cette question. Oui, bien sûr, mais surtout que nous avons, tu as fait allusion, commencé à développer ça, puisque on arrive on a une deuxième phase, hein, disons, de l'émergence de l'électronique et donc de l'économie digitale numérique qui vient avec, après, mais qui est déjà dedans dès que l'électronique arrive et permet des systèmes de paiement ouverts. Donc, je recommence, mais très vite, donc, dans le cadre du système de paiement dans lequel n'existent que des banques comme émetteurs de dettes qui deviendront de la monnaie. Et une entité supérieure qui va être la Banque centrale, dont on a compris pourquoi elle permet à la monnaie d'être souveraine, eh bien, le système de paiement est fermé, au sens où il n'existe que les flux d'échange de moyens de paiement, une fois qu'ils sont arrivés des individus aux banques. Il n'y a que des banques, il n'y a que des banques en réalité, hein, les banques commerciales et la Banque centrale qui lui est hiérarchiquement supérieure. Dans ce système de paiement fermé, eh bien, la finalité des paiements se fait par l'intermédiaire de ce qu'on appelle un principe fermé de compensation-règlement qui est hiérarchique et donc qui, chaque jour en réalité, permet de dire que la valeur est réalisée. Ce qui s'est passé, en effet, au tournant du millénaire, c'est les systèmes de paiement ouverts. C'est-à-dire que l'électronique a permis
si vous voulez, de réaliser des paiements par l'intermédiaire, disons, de moyens qui ne passaient pas nécessairement par des comptes bancaires, les téléphones portables par exemple, et qui par conséquent s'ouvrent à des acteurs forcément qui offrent des services de paiement et qui ne sont pas dans le système bancaire. Ces acteurs, appelons-les les big tech au fur et à mesure de leur développement, mais ils apparaissent dès le tournant du millénaire et fabriquent ces systèmes de paiement ouverts. Alors, ces systèmes de paiement ouverts, comme nous l'avions montré, sont évidemment plus dangereux parce qu'ils ont des risques beaucoup plus importants que les systèmes de paiement fermés, du risque systémique qui ne peut pas être réglé de la même manière, étant donné qu'il existe des acteurs qui ne sont pas régulés comme des banques par l'entité supérieure qu'est la Banque centrale et des régulateurs financiers qui lui sont liés. Donc il y a deux types de risques nouveaux. Le premier, c'est que des services de paiement sont ouverts par des moyens différents dans des systèmes de paiement qui deviennent des réseaux beaucoup plus larges. Et deuxièmement, que certains des acteurs qui offrent ces services, n'étant pas régulés comme les banques, n'étant pas régulés du tout d'ailleurs, eh bien, pose des risques évidemment supérieurs dans l'injection de la recherche d'un paiement, etc. Et donc, ceci entraîne cette différenciation dans la régulation des acteurs qui offrent les services de paiement, crée évidemment un risque très important. Et le caractère ouvert des services de paiement accroît très fortement l'ensemble des risques du système de paiement, de la solvabilité de certains acteurs, de la liquidité, du risque opérationnel qui devient beaucoup plus important alors qu'il n'existait pratiquement pas dans les systèmes de paiement fermés. Bon. Voilà, donc ça c'est très important. C'est la première forme. La deuxième, elle va plus loin en effet. Elle va avec, dans ce qui s'est passé dans les 20 dernières années, le développement du e-commerce, c'est-à-dire le développement du commerce Internet. Le développement du commerce Internet, il phagocyte véritablement le commerce, si vous voulez, c'est-à-dire les relations d'échange quotidiennes qu'on peut avoir. Aux États, on met la Chine très en avance, évidemment. La Chine, a 84% du commerce est du e-commerce. Les États-Unis, derrière, sont à 17%. Ce qui veut dire qu'il y a des différenciations aussi qui vont se poser dans l'univers global de l'économie mondiale, qui posent des grosses difficultés. Mais le point important, c'est que dès lors que le e-commerce prend une importance très grande, les acteurs qui offrent des services e-commerce, qui ont donc ce qu'on appelle des plateformes de commerce, plateformes Internet, eh bien, la caractéristique de ces plateformes Internet, c'est évidemment la question de la grandeur du réseau. C'est un réseau qui, par nature, a besoin d'être le plus grand possible pour être le plus efficace possible. Donc, il y a une concurrence des réseaux qui vont se manifester. Et une concurrence des réseaux produit des problèmes stratégiques énormes, puisque chaque réseau va chercher à être monopoliste. Or, si donc chaque réseau va chercher à être monopoliste, il peut y avoir des réseaux qui s'effondrent complètement. Et avec un mouvement ces moyens de paiement dans l'autre réseau, celui qui l'emporte. Et donc ceci crée du risque systémique, évidemment, d'une ampleur énorme, puisque l'effondrement de réseaux peut entraîner des effets en chaîne de crise financière totale. Et également des problèmes pour les utilisateurs, pour les consommateurs. Ah ben bien entendu. Donc, ça veut dire plusieurs choses, en effet. Ça veut dire que, ça va bien avec la remarque que tu viens de faire, les marchés ne peuvent pas gérer des réseaux, ne peuvent pas assurer des réseaux. Parce que si on regarde les choses fondamentales, derrière cela, et donc là il faut rentrer dans ce que font les big tech, derrière cela, il y a du non-marché, je veux dire. En quelle nature? À travers les plateformes e-commerce, ceux qui en sont les promoteurs et qui donc disposent du réseau, ils captent les données fournies
transactionnelles, les données que les individus ont à chaque fois qu'ils vont faire quelque chose, n'importe quoi, dans le cadre, disons, d'une plateforme quelconque. Hein. Que ça soit véritablement pour des actions commerciales, hein, ou que ça soit pour aller dans des liens comme YouTube, comme ceux de Facebook, etc. Bon. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces données sont gratuitement fournies envers et disons, à leur insu par les individus qui vont sur ces plateformes. Elles sont rassemblées par des moyens évidemment puissants, des moyens technologiques puissants, par ces monopoles que sont les détenteurs de plateformes. Et ceci les transforme en bases de données qui vont, avec des données transactionnelles extraordinairement fines sur le comportement des consommateurs. Ce qui leur permet de revendre ça ensuite à tous ceux qui vont faire de la publicité pour le commerce, etc. Hein. Ils les revendent comme leurs clients. Et ils revendent quelque chose qui ne leur a rien coûté. Donc, il y a une tendance, évidemment, au monopole absolument énorme. D'où le fait que les big tech font des plus-values absolument énormes, hein, qui se traduisent par des rentes considérables. C'est ça qui est absolument essentiel, la capture des données, comment l'éviter. Car cette capture des données, c'est véritablement une espèce de vol, quoi, vis-à-vis des consommateurs qui vont sur les plateformes. Et en plus, ça a la caractéristique importante du fait que ces données transactionnelles caractérisent tous les éléments du comportement qui se manifestent à chaque fois que l'on va faire quelque chose sur une plateforme Internet. Elles sont d'une, si tu veux, d'une finesse énorme. Elles permettent par conséquent aux détenteurs de ces plateformes d'arriver à déterminer ce que peut être la fidélité du consommateur, c'est-à-dire capter véritablement, dans le temps long, ce que font les consommateurs. Et donc là, vous avez c'est comme si, et c'est là que ça va jouer, chose importante, comme si ces acteurs entraient dans la souveraineté monétaire. Hein, en entrant dans le système des paiements à travers une capture de données d'une finesse énorme, qui permet véritablement de guider totalement le comportement du consommateur dans leurs achats futurs. Vous avez des acteurs qui détruisent la notion même de marché, le dépassent totalement et par conséquent deviennent des acteurs qui sont des prétendants de souveraineté. C'est-à-dire que ceci pose un problème à la démocratie en ce sens que des acteurs privés peuvent, à partir du moment où, justement, et on y reviendra tout à l'heure peut-être, ils respectent l'unité de compte, hein, ils doivent se brancher sur l'unité de compte, ou bien se brancher sur un panier d'unités de compte, mais ils doivent nécessairement se brancher sur des paniers d'unités de compte. Il faut qu'il y ait des stablecoins. Le Bitcoin ne fait donc pas partie des monnaies. Mais dès lors qu'ils le font, ils menacent la démocratie directement. Voilà le problème fondamental posé par ces acteurs. Et c'est bien pour ça que le Libra a posé un tel problème aux banques centrales et qu'elles ont réagi si vivement. Ah ben tout à fait, hein, tout à fait. On comprend les choses tout de suite. C'est-à-dire dès que on a des big tech, hein, il n'y a qu'à les appeler comme ça, qui émettent des big tech qui émettent des stablecoins, c'est-à-dire acceptent l'unité de compte. Mais ils peuvent choisir un panier d'unités de compte en effet. Et donc vous pouvez avoir la possibilité d'acteurs qui donc, alors les big tech se transforment en fintech, hein, à partir du moment où ils font ça. C'est-à-dire ils essayent de capter le système de paiement lui-même. À ce moment-là, le projet Libra en fait partie.
Les autres stablecoins existent, hein, il y en a plusieurs, etc. Mais celui-là, il est évidemment paradigmatique, parce qu'on comprend bien ce qu'il veut faire. Ce qu'a voulu faire Zuckerberg de Facebook, c'est dire la chose suivante. Je m'en vais. Pourquoi ne ferais-je pas, compte tenu du fait que j'ai 2,5 milliards de consommateurs? Je dépasse largement en dehors de la Chine. Et même, je vais dire, je dépasse tout ce qu'un État peut avoir comme citoyen. Je peux donc établir une monnaie mondiale. Ce que je vais donc vouloir faire, c'est faire une monnaie mondiale du peuple, pour le peuple du monde entier. Et comment je vais faire? C'est le projet Libra. Je vais donc m'ancrer sur un panier d'unités de compte qui couvre le plus possible le monde entier. Et je m'en vais donc, c'est le manifeste de 2019 de Facebook, hein. J'annonce que j'établis une monnaie mondiale qui va être un panier des unités de compte, dont l'unité de compte va être un panier des unités de compte existantes. J'en choisis un certain nombre. Et je l'appelle Libra, oui, parce que c'est une monnaie de liberté du monde entier. On voit bien que derrière ça, il y a quand même la Silicon Valley et tout le comportement anarchiste qui était derrière, hein, je veux dire, mais qui est transformé par des monopoles énormes. Eh bien, je fais ça. J'établis une fondation qui va gérer ça. Je dis à cette fondation, vous allez acheter des actifs sûrs qui seront la contrepartie des Libras que je vais émettre. Mais je ne dis pas comment elle va être gérée. Hein. Mais vous êtes normalement, fondation, obligé, chaque fois qu'on vous demande de sortir de Libra, de fournir la devise correspondante. Alors on voit le problème pour toutes les devises qui ne sont pas dedans. Donc déjà une incertitude très forte et des risques, si vous voulez, importants de liquidité qui apparaissent si ce n'est pas la bonne. Hein. Et en plus, celles qui ne sont pas dedans risquent de créer des fuites énormes à ce moment-là de devises nationales vers celles qui sont dans Libra. Et donc vous avez un ensemble de risques à caractère systémique qui évidemment est essentiel. Et donc il est clair que les régulateurs ont vu ça tout de suite. Hein. Comme en plus les prestations de Zuckerberg au Sénat américain ont été très mauvaises, il ne comprend pas ce que c'est la monnaie en vérité. Donc tout de suite, il y a eu une réaction extrêmement forte. Et donc en réalité, alors on a donc dit vous arrêtez Libra, hein, etc. Et donc, alors, ils ont donné, si vous voulez, malgré tout, du vin, de la nourriture, du grain à moudre, quoi. C'est de dire, on va vous transformer ce Libra en, voilà, une monnaie digitale, ancrée sur le dollar, qui s'appellera Diem. Il y aura une association qui le gérera, association Diem, etc. Et puis, vous allez en rester là. Voilà. Et donc, mais malgré tout, on voit bien ce qui se passe. La monnaie digitale, à ce moment-là, montre bien qu'elle est là pour rester, mais elle se remet dans le giron de la souveraineté monétaire. C'est ça qui est essentiel. Et en même temps, il a quand même pointé des inefficiences dans les paiements internationaux et qui ont fait que les banques centrales se sont emparées plus rapidement du sujet. C'était déjà dans les tuyaux, hein, avec ce projet de monnaie centrale digitale. Ah ben ça, oui, alors nous, en effet, on pourrait en parler dès maintenant, en effet. Hein. On voit bien ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où l'économie digitale est là pour se développer, pour prendre de plus en plus d'importance dans le commerce, c'est-à-dire dans les transactions par lesquelles les individus, disons, rentrent dans la vie des échanges, quoi, hein, d'objets et de services. À ce moment-là, il est clair qu'une avancée énorme pour la Banque centrale, c'est évidemment d'assurer sa souveraineté en y incorporant la nouvelle technologie sous sa forme la plus avancée.
C'est donc ce qu'on appelle la monnaie digitale de banque centrale, ou CBDC, Central Bank Digital Currency en anglais. Eh bien, évidemment, ceci va entraîner un certain nombre de problèmes dans les relations internationales. Mais dans les relations internes à un pays, la monnaie digitale de banque centrale rétablit la souveraineté monétaire, facilite les paiements au détail, insère des populations qui ne sont pas bancarisées, met en question le monopole des banques, de l'ensemble des banques, en tant que ces fournisseurs de crédit. Donc, un problème considérable qui est actuellement, disons, qui se pose. Hein. Les pays qui veulent émettre une monnaie digitale de banque centrale sont des pays qui doivent penser ce lien avec les banques et comment il va se réaliser. Il y a plusieurs possibilités qui sont celles d'utiliser ce qu'on appelle la blockchain, c'est-à-dire un mode de réalisation du système de paiement différent du mode traditionnel qui est directement hiérarchique. Hein. Et il peut y avoir des blockchains permissionnées à partir desquelles les banques restent, mais à ce moment-là, elles sont quand même très contraintes. Elles deviennent plus contraintes qu'elles ne l'ont été nécessairement parce que pour entrer dans un système blockchain, les banques doivent évidemment avoir des actifs sûrs en réserve, etc. Elles deviennent des banques plus étroites, comme on dit. Donc ça, c'est une possibilité. Ou bien, la limite, c'est que la Banque centrale émet directement de sa monnaie digitale auprès des individus. Et à ce moment-là, il y a besoin d'un système de paiement qui a un mécanisme de règlement qui est avec une plateforme gigantesque, mais qui n'est pas encore possible, hein, qui deviendra possible avec des technologies qui vont être des technologies faisant apparaître, si vous voulez, le nucléaire directement dans la technologie digitale. Bon, à ce moment-là, ça deviendra sans doute possible, avec des milliards de transactions qui peuvent se faire en des temps extrêmement courts. Pour l'instant, on ne les a pas, ces technologies-là. Donc le besoin de banques étroites reste, mais ça reste que les banques auront nécessairement une limitation de leur rôle, qui était évidemment prépondérant, dans les systèmes de paiement internes. Voilà. Alors, cette question se pose aujourd'hui. Hein, je veux dire, les banques essayent de freiner toute la monnaie digitale de banque centrale par tous les moyens, etc. Mais malgré tout, pour ce qui est de la Chine, qui est très avancée dans les études pour la monnaie digitale, puisqu'elle veut la rendre, elle est testée dans 4 villes principales. Elle sera opérationnelle en février prochain pour les Jeux olympiques d'hiver. Eh bien, à ce moment-là, il est clair que le système bancaire doit être remis sous le contrôle de la Banque centrale, que les entités de paiement non bancaires, donc comme Ant Financial, qui dépend d'Alibaba, et puis Alipay, qui dépend de Tencent, eh bien, la Banque centrale les remet totalement dans des régulations extrêmement strictes. Et par conséquent, on sent que le système bancaire standard aura des difficultés, il aura des choses à faire pour s'adapter à cette monnaie digitale de banque centrale. Très bien. Un autre sujet clé aujourd'hui, c'est la question de finance et transition écologique. Hein. Donc vous avez un chapitre avec Natacha Valla sur cette question. Et ce que vous montrez dans ce chapitre, c'est que aborder cette question finance, transition écologique, ce n'est pas simplement le faire sous l'angle d'insérer de la finance verte aux marges de la finance telle qu'elle existe aujourd'hui et que vous qualifiez de finance néolibérale. Hein. L'idée, c'est qu'il faut une réforme beaucoup plus radicale en réalité
de la finance pour aligner notamment les flux financiers sur notre propre signature collective des accords de Paris, hein, et que la finance telle qu'elle fonctionne aujourd'hui ne permet pas cette réallocation des flux. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette réforme radicale de la finance que vous appelez de vos voeux? Et ce qui est intéressant, et là ça fait un mix un peu entre les deux chapitres, hein, le chapitre sur les monnaies locales et ce chapitre-là, c'est qu'en fait ce qu'on comprend bien à la lecture de votre ouvrage, c'est que finalement la question finance, monnaie, transition écologique, ça se joue à tous les niveaux. Ça se joue au niveau des territoires, le fait de favoriser finalement une espèce de circuit court monétaires, financiers qui sont inclusifs et qui inscrivent la transition écologique dans les territoires, avec en quoi les monnaies locales favorisent l'économie circulaire, ce qui est un de vos chevaux de bataille dans cet ouvrage, et puis à un niveau beaucoup plus macro, hein, avec la mobilisation des banques publiques d'investissement, voilà. Donc, et des banques centrales. Donc si tu pouvais un peu nous dresser un tableau de ces réformes. Oui, en effet, mais tu as quand même fait allusion à cette question de monnaie locale et complémentaire et de territoire. Donc, il faut dire rapidement quelque chose. Rapidement quelque chose, parce que là, il faut penser que le changement climatique fait partie d'un ensemble de problèmes environnementaux plus larges, qu'on appelle les cycles biogéochimiques, c'est-à-dire, il n'y a pas le changement climatique, mais il va aussi avec la biodiversité, il va avec des problèmes d'acidification des océans, il va avec les cycles il n'y a pas seulement le cycle du carbone, il y a celui du phosphate, il y a celui de l'azote, etc. Donc, la réalité, c'est la question de limites planétaires. Et ceci dépend d'après les professionnels, si vous voulez, de ces différentes sciences environnementales. Eh bien, il existe des limites qu'il ne faut pas franchir, par exemple, pour le climat, c'est combien de degrés qu'il ne faut pas franchir. Pour éviter ce qu'on appelle en anglais des tipping points, c'est-à-dire des points de basculement, où il y a un dérapage qui ne peut plus être rattrapé, c'est ça le point important. Et c'est ça la grosse différence entre ces risques financiers d'origine environnementale, plus largement que climatique, par rapport aux risques financiers de la finance, disons, de type lié à un système de paiement bancaire, etc., fermé. C'est que dans le deuxième cas, hein, quand le système de paiement est fermé, nous avons la possibilité pour la Banque centrale de récupérer le système financier. Pensez à la grande crise financière de 2008. Les banques centrales et les États, en rétablissant la souveraineté monétaire en même temps, hein, qui est mise en cause par un risque systémique, eh bien, elles récupèrent en même temps tout le système financier. Hein, c'est toujours le truc, hein, la privatisation, les profits sont privés, les coûts sont publics, mais on le récupère. Là, on ne récupère pas. C'est ça le point important. Il y a irréversibilité, on peut éviter d'aller trop loin, de ne pas aller au tipping point, mais c'est fini. Il y a irréversibilité pour des millénaires, hein, etc. Le climat, il sera comme il sera. Donc, ça change complètement les choses. Ça change complètement les choses puisque ça introduit la notion de principe de précaution. Il faut fonctionner avec principe de précaution et avec ce qu'appelle le philosophe Jean-Pierre Dupuy le catastrophisme éclairé. Il faut faire comme si la catastrophe se produira nécessairement et en éviter les effets implique de rester à l'intérieur des limites planétaires. Et donc, le principe de précaution, c'est ça. Et donc, il faut que la manière dont la finance doit être réformée et où les risques sont exprimés soit compatible avec ce principe de précaution, c'est-à-dire au fait de ne pas franchir les limites planétaires. Alors, ça nous permet rapidement qu'en effet, une des difficultés a été disons, une des formes de détérioration, disons, hein, des écosystèmes en général, eh bien, ça a été les destructions territoriales. C'est-à-dire le fait que
la métropolisation qui a fait partie de ce capitalisme financiarisé depuis les années 1980 et surtout 90, hein, elle a centralisé manifestement à la fois le pouvoir, la richesse et puis la technologie dans des métropoles. Elle a détruit les villes moyennes, elle a détruit les rapports ville-campagne. Et donc le problème des monnaies locales, c'est de faire partie de monnaies indispensables pour qu'on rétablisse les territoires comme espace de vie. Mais qui sont complémentaires, pas substituables. Et donc on voit qu'ils sont complémentaires. Mais on voit aussi qu'ils disent quelque chose d'important, qui va être important pour ce sur quoi on arrive là, hein, comment penser le changement climatique et comment penser la manière d'agir. C'est qu'ils entraînent une avancée de la démocratie. Pour pouvoir définir des projets qui permettent de rétablir en quelque sorte les territoires comme des espaces de vie, il faut ce qu'on appelle une économie circulaire. C'est-à-dire il faut des relations fines d'échange entre des acteurs qui sont sur le territoire, mais qui sont des acteurs productifs, qui sont des citoyens, qui sont un ensemble de gens, et qui, par des projets, rétablissent en quelque sorte l'identité du territoire par des activités économiques qui sont efficaces pour faire vivre les gens dedans. Et la monnaie locale est la monnaie qui est évidemment très favorable pour faire ça, puisqu'elle dépend d'une autorité du territoire. Mais le point important, c'est qu'elle n'est pas souveraine, hein. Elle est bien liée directement par l'unité de compte à la monnaie nationale dont elle fait partie. Donc c'est une monnaie circulante, ce n'est pas une monnaie d'accumulation. En plus, elle est circulante, voilà. C'est-à-dire que le mieux, c'est qu'on ne puisse pas la détenir sous la forme de liquidité pour la thésaurisation. D'accord. Alors, lorsqu'on arrive maintenant, donc cette question territoriale fait partie du problème de la rénovation, si vous voulez, de l'environnement en général, dont la maîtrise du changement climatique est une composante. Alors, donc la question est la suivante, c'est que on a affaire, donc ce que je dis, pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire l'impact sur la question financière. C'est un risque systémique pour la stabilité financière qui implique, comme j'ai dit, un principe de précaution généralisé. Pourquoi ? Parce qu'elle affronte l'incertitude radicale. Pourquoi les marchés ne peuvent pas agir pour assurer ? C'est que vis-à-vis de l'incertitude radicale, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quels sont les processus eux-mêmes par lesquels va s'engendrer ce risque, eh bien, le marché, évidemment, il faut qu'il puisse évaluer le risque par les méthodes du marché, hein, c'est-à-dire par des prix d'actifs à partir desquels sont faites des anticipations. Et en regardant le passé. Or, et en regardant forcément le passé. Et là, il n'y a pas de passé. Il n'y a pas de passé. Et il n'y a pas de marché, quoi. Donc, là, on a affaire véritablement à un peu dire la stupidité des économistes, mais qui renvoie à leur question, comment ils pensent la valeur, quoi. Hein. Ça va tout ensemble, évidemment. Donc, le point important, il est, pour ce qui nous concerne, donc il faut aussi une coopération internationale, puisque la caractéristique du risque systémique et de l'ensemble des risques environnementaux, c'est d'être global, même s'il s'exprime de manière diversifiée, différenciée dans différents pays. Mais ce risque a cette caractéristique. Il est impossible à exprimer par des marchés, il est impossible à assurer par des acteurs privés, et il est global. Et donc, alors, en ce qui concerne la finance, on voit donc le rôle prépondérant que vont avoir les banques centrales, puisqu'elles expriment la souveraineté monétaire et que tout ensemble, elles expriment ce qui devrait s'approcher d'une monnaie mondiale. Et donc, le rôle prépondérant des banques centrales va se manifester de quelle manière ? Premièrement, il faut que tous les acteurs économiques du monde
soient capables d'exprimer quelle est leur empreinte carbone, comme on dit, c'est-à-dire quelle est leur participation au risque systémique. Donc, il faut qu'elle soit divulguée et il faut qu'ils soient capables, eux, de l'exprimer et de la fournir aux entités collectives. D'où la première idée, comment reconnaître le risque systémique, comment reconnaître le risque financier d'origine climatique, première caractéristique, rôle prépondérant des banques centrales pour guider cette logique. Deuxièmement, transformer le système financier pour le rendre capable d'affronter le risque systémique et de transformer le système économique, c'est-à-dire l'ensemble du système de production, des modes de consommation et des territoires dont j'ai déjà parlé. Et donc, le premier élément, c'est... Et donc là, comment ça s'est passé? C'est assez tardif, je veux dire, ça commence en 2016 avec un premier organisme qu'on appelle le TCFD, c'est-à-dire la Task Force of Climate Related Financial Disclosure, c'est-à-dire que l'organisme qui va guider comment fait-on pour pouvoir faire reconnaître le risque systémique, l'évaluer le mieux possible et puis le divulguer surtout, et au niveau des acteurs microéconomiques, pour que la finance puisse s'emparer des données. Et le deuxième élément, c'est comment transformer le système financier. Et l'organisme est plus récent, là, lui il est juste après, enfin 2017, le NGFS, c'est-à-dire Network for Greening the Financial System, un réseau de banques centrales et de régulateurs. Ces deux organismes expriment une avancée institutionnelle, vous voyez, liée aux problèmes de fond. Et là, on voit bien comment c'est les institutions qui doivent se développer. Et des institutions qui doivent se rapporter, encore une fois, à la souveraineté. Alors, pour le premier, eh bien, ça avance, mais ça avance trop lentement pour l'instant. C'est-à-dire qu'il reste encore quelque chose d'insuffisant. Les acteurs, donc entreprises, on leur recommande de participer au processus de divulgation et d'y évidemment ajuster leur propre gouvernance, mais on ne les oblige pas. C'est-à-dire, ce n'est pas mandatory, comme on dit, c'est seulement volontaire. Il faut évidemment passer tout de suite, le plus rapidement, dès cette année, je veux dire, avec la révision des intentions des gouvernements à Glasgow, dans le cadre de la COP26, il faut arriver à quelque chose où ils soient obligés de. Le risque d'origine climatique est un risque fondamental et dans lequel tous les acteurs sont responsables, évidemment, et ils doivent tous exprimer leur empreinte. Mais est-ce que tu penses que révéler, divulguer l'information suffit? Non, bien sûr. Je veux dire que la première chose à faire, c'est celle-là. Parce que sinon, on ne va pas arriver à avoir un guidage de la finance. Pour que la finance reconnaisse ça, il faut qu'elle-même dise « quelle est mon propre empreinte carbone », mais surtout quelle est ceux des clients. Puisque ce que je dois faire, c'est les obliger à sortir du carboné, et de réorienter leur activité économique, donc leurs investissements, sur le non carboné ou le moins carboné. Donc, les acteurs financiers qui doivent jouer donc, le rôle prépondérant pour faire pression sur les entreprises doivent connaître le plus possible où en est l'empreinte carbone des entreprises. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, le point important, c'est que ce n'est pas totalement possible de le faire puisqu'il ne s'agit pas, encore une fois, que du changement climatique, mais de l'ensemble de ce qui concerne la biosphère. On ne peut pas tout mesurer. D'où l'idée des principes de précaution limite. Mais en tout cas, l'évaluation du risque est fondamentale. À partir de l'évaluation du risque, la question que... alors, les banques centrales doivent le faire elles-mêmes. Je ne sais pas si vous savez, mais les banques centrales, dans leur portefeuille pour elles-mêmes, interne, et aussi pour la gestion de l'épargne retraite, ils ont énormément d'actifs carbonés. Donc, les banques centrales doivent évidemment donner le là, c'est-à-dire donner l'exemple à tous.
Mais c'est en train de se faire et ça va se faire beaucoup plus vite à partir de cette année. Hein. Mais le point essentiel, c'est comment transformer le système financier. Alors, comment transformer le système financier? C'est donc ce que le NGFS amène, si vous voulez. À ce moment-là, il y a des éléments cruciaux, c'est qu'on voit bien ce qu'il faut faire. Hein. Il faut transformer le système financier, mais il faut aussi guider l'économie. Donc la première chose, c'est une taxe carbone. Mais attention, la taxe carbone, c'est pour les pollueurs. Vous ne pouvez pas mettre une taxe carbone à un niveau très élevé, celui qui permettrait la neutralité carbone, qui elle-même est un calcul que font les professionnels de l'environnement, mais qui est incertain. Mais en tout cas, il exprime des niveaux élevés. Si on le fait tout de suite, vous risquez un effondrement du système économique. Donc, la taxe carbone doit, ou si vous voulez, le système des droits à polluer, qui est un peu la même chose, l'un contrôle la quantité, l'autre le prix, mais l'équivalent de la taxe carbone, c'est la même chose, hein, elle doit progresser. Mais ça ne va pas permettre de faire les investissements bas carbone. Pensez à la rénovation des bâtiments, par exemple. Donc, ça veut dire quoi? On dit à des entreprises, vous allez rénover les bâtiments, mais les rénover complètement, pour avoir des bâtiments zéro émission. C'est tout à fait différent des petites choses qu'on fait aujourd'hui. Et c'est indispensable. Eh bien, si vous faites ça, ça va créer un rendement social. Le rendement social, c'est, au bout du compte, combien de carbone aura été abattu dans le bâtiment, hein, et puis dans la longue durée. En conséquence, on a un rendement qui est élevé. Sauf que le rendement financier de l'entrepreneur, qui est un rendement à plus court terme, il ne va pas l'être. Et donc, a priori, il n'ira pas. Ou s'il ira, il risque de perdre de l'argent. Donc, il faut des choses qui sont très, très rigoureuses. Premièrement, il faut être capable de certifier les investissements qui sont faits. C'est-à-dire, il faut des acteurs, et ça c'est une industrie nouvelle, hein, dite de certification, qui sont des experts, en quelque sorte, qui sont formés pour ça, et qui doivent aller, d'une part, voir l'intention de la personne, de l'entrepreneur qui veut, c'est pas seulement pour les bâtiments, c'est pour un ensemble de choses, les transports, etc. Qui leur dit, bon, vous voulez faire ça, d'accord, ça abat du carbone, vous pouvez vous tenter. Mais il y a l'autre élément, calculez votre rendement. Il faut donc, vous voyez bien ce qui se passe, c'est plus une énorme externalité. Il faut que le rendement privé de l'entrepreneur se rapproche, ou le mieux égale, le rendement social. Et là, ça devient compliqué, puisqu'on a vraiment affaire à pas une externalité, mais un ensemble d'externalités interagissantes. Eh bien, il faut, et donc on crée un marché. Mais pour créer un marché, il faut créer le prix. Et le prix, ça s'appelle la valeur sociale des abattements d'émissions, qui est un prix notionnel, qui n'est pas un prix de marché, on ne le verra jamais sur le marché. Ce prix notionnel doit être suffisamment élevé pour que l'entrepreneur calcule son abattement d'émissions avec un rendement qui prend en compte ce prix, et par conséquent qui va être bien plus élevé qu'il ne l'aurait été s'il n'avait pas eu ce prix. Et ça, la plupart des gens n'arrivent pas encore à le comprendre, y compris parmi les régulateurs, etc. Ce qui veut dire que ce prix notionnel est un deuxième prix qui est un bonus, alors que la taxe carbone est un malus. Et ce prix notionnel est reconnu maintenant à la fois par l'accord de Paris, et ensuite par un groupe de travail auquel j'ai participé, un groupe Stiglitz-Stern, que la Banque mondiale a réuni, et qui se trouve maintenant validé en quelque sorte par la Banque mondiale. Donc il faut cela. Une fois qu'on a cela, à ce moment-là, le régulateur peut, c'est-à-dire la Banque centrale, peut orienter la finance, à condition de trouver les bons acteurs financiers encore. En effet, à orienter la finance vers ses activités bas carbone. Alors, vous voyez l'intérêt pour la personne, pour l'entrepreneur,
c'est qu'il doit y avoir cette certification par, donc c'est quand même pas simple hein, comme opération, et c'est normal, certification par les régulateurs, hein, je veux dire, par ces entités nouvelles que sont des experts qui sont capables de calculer les réductions de gaz à effet de serre abattues. Et ce certificat, l'entrepreneur n'a pas besoin d'attendre du cash dans le temps, il l'amène à sa banque qui lui a fait crédit, et pour lui, son prêt est remboursé. Et donc, ils sont dans les banques. Alors ensuite, il y a plusieurs possibilités. Directement, la Banque centrale le prend en charge en collatéral du crédit bancaire, et donc elle socialise en quelque sorte cet abattement d'émission comme un nouvel actif. Ou bien ceci va passer par une titrisation, c'est-à-dire que ces crédits vont être transformés en titres par une titrisation. Il y a des obligations carbone qui sont créées, et ces obligations carbone, la Banque centrale en régule le prix. Mais ce qu'il faut au bout du compte, c'est que si c'est en 2050 que doit être la neutralité carbone, eh bien, le prix du carbone doit rejoindre exactement cette valeur sociale. Hein, c'est-à-dire ce prix notionnel, car c'est lui qui va exprimer le fait qu'on va atteindre la neutralité carbone. Voilà, donc quelque chose qui est vraiment une transformation radicale de la finance, c'est ça le problème. Mais qui, enfin, d'accord, ok, très bien. Donc l'heure tourne, hein, donc on va terminer par une, voilà, on va terminer par une question une interrogation qui boucle sur ton introduction, hein, sur monnaie et souveraineté d'une certaine manière. Donc on a bien compris que dans tes travaux et dans cet ouvrage, tu analyses la monnaie comme une institution fondamentale des sociétés qui est intrinsèquement liée à la souveraineté politique, qui en tire sa légitimité, hein, c'est vraiment l'essence de ta pensée. Et évidemment, le lecteur, immédiatement, il lui vient à l'esprit la question de l'euro. Puisque l'euro et la question du SMI. Voilà, la question de l'euro et du SMI. Mais bon, la question de l'euro, ça vient immédiatement parce que l'euro n'est pas adossé à un budget fédéral, à une véritable souveraineté politique. Et d'ailleurs, vous êtes assez sévère hein, dans ce que vous dites sur l'euro. Donc, moi, ma question, c'est est-ce que... elle peut être assez cash. Hein. Est-ce que l'euro, donc, qui est originellement fragile du fait de ce lien défaillant à la souveraineté, hein, qui serait propre à son espace de circulation, eh bien, est-ce que c'est un échec? Est-ce que tu penses que l'euro est appelé à disparaître? Et sinon, bah, quelles sont les conditions pour le renforcer? Ça me semble une question qui intéressera beaucoup. Et donc c'est là que la notion de souveraineté, il faut vraiment avoir une bonne compréhension théorique de la question. La souveraineté, elle est nationale. Elle restera nationale. En tout cas pour un temps indéfini. Et donc on ne connaît pas la fin. C'est-à-dire qu'il est impensable de penser à une Europe fédérale. Mais, donc elle l'est, et par conséquent il faut penser ça, le souverain c'est la nation. Bon, il y a donc une multiplicité de souverains. Mais le point intéressant, c'est que la démocratie n'est pas la même chose que la souveraineté. Et qu'il est possible, et on avait déjà avancé un livre avec un politologue, Nicolas Leron, qui s'appelait « La double démocratie ». Et donc, faire avancer la double démocratie dans le cadre des souverainetés nationales et d'une monnaie fédérale. Car là, il y a quand même, on a créé quelque chose, et c'est pour ça aussi qu'il y a eu un choc, hein, je veux dire, car on a créé une instance fédérale. La monnaie, elle doit être souveraine. Elle l'est par rapport à des pays qui sont nationaux, d'où l'importance, d'où le problème, je veux dire, hein, la tension à chaque fois qui se manifeste dans l'entité qui est le Conseil européen, qui exprime en fait la relation des différents souverains pour que la Banque centrale puisse jouer son rôle d'une monnaie qui, elle, est bien fédérale. Donc on a quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. Ça n'a rien à voir avec les unions monétaires d'autrefois, etc. Ça n'a jamais existé. Bon.
Et donc, il faut le faire avancer. Il faut le faire avancer par plus d'intégration, mais comment donc? Puisque le fait de passer au fédéralisme n'est pas possible. Alors, et c'est là qu'intervient cette idée de démocratie. Il faut faire en sorte que, malgré tout, l'Europe a avancé sur différents plans, elle a un budget. Ce budget est aujourd'hui insuffisant pour devenir un budget qui fait de la transformation économique et sociale. Il faut qu'il le devienne. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il le devienne? Sachant qu'il y a des budgets nationaux. Eh bien, le problème important, étant donné que, sous l'hypothèse qu'il y a l'euro fédéral qui est là. Il faut en effet une avancée démocratique permettant de faire que ce budget devienne un vrai budget politique, c'est-à-dire capable de faire des investissements avec et de lever l'impôt lui-même. Et donc ça, c'est toute la question qui est en débat aujourd'hui, mais que, à mon avis, la crise pandémique va certainement accélérer. Comment est-ce que... et donc, on sait ce qu'il doit produire déjà. Il y a déjà eu des rapports là-dessus. Il doit produire une valeur ajoutée européenne. C'est-à-dire, il doit faire des investissements tels qu'ils ne pourraient pas être faits, ou qu'ils seront moins bien faits par la somme indépendante de chaque nation. Parce qu'il y a des points, si vous voulez, de rendement d'échelle, etc., et d'envergure à l'intérieur d'investissements de nature européenne, qui sont transnationaux. Et donc, il faut choisir ce type d'investissement en rapport avec les problèmes environnementaux. On voit bien ce que ça veut dire, en particulier le développement du transport ferroviaire transeuropéen, etc. Donc, choisir les bons investissements. Un budget pour ça. Un budget pour ça, c'est-à-dire un budget, sachant que ce n'est pas un budget qui remplace les budgets nationaux, il ne faut quand même pas oublier, hein, un budget de, disons, on calcule de 4-5% du PIB, sera un budget capable de faire des investissements qui sont des investissements de finalité européenne et de valeur ajoutée européenne. Et donc, il faut une intégration suffisante pour faire ce type de budget. C'est une avancée de la démocratie au plan européen de le faire, mais ça ne met pas en question la souveraineté des nations. Alors, comment faire? Eh bien, et c'est là qu'on voit que le plan qui existe, New Generation EU, est un plan qui va dans ce sens. Parce qu'il permet à l'Europe, dans son ensemble, de s'endetter, dans des dettes qui seront remboursées dans un temps long par le budget européen. Donc, il avance vers la démocratie européenne sans remettre en question les souverainetés nationales, surtout s'il fait de la valeur ajoutée européenne. Qu'est-ce qu'il lui faut du côté des recettes? Pour être un vrai budget, en quelque sorte, hein, il lui faut des recettes propres. Des recettes propres, ça veut dire des impôts, non pas qui s'ajoutent, mais qui peuvent réduire les impôts nationaux, enfin disons la contribution en tout cas nationale au budget européen, qui sont liés à l'avancée de l'intégration européenne. Donc on en voit évidemment un certain nombre. On voit la taxe carbone. Une taxe carbone devrait être européenne et pas nationale, car là on est sur le bien public qui est vraiment qui est européen. Hein. Et si c'est une taxe carbone européenne, les recettes doivent aller au budget européen. On voit une taxe digitale, évidemment, d'où l'importance de la taxe digitale minimale ça tombe très bien à la période, que les États-Unis veulent mettre en place. Évidemment, on doit l'appuyer massivement. Et enfin, une taxe sur les transactions financières. On veut développer un marché des capitaux européen, c'est indispensable. Il doit évidemment y avoir une taxe dessus. Hein. Et cette taxe, elle n'a pas de raison, c'est un marché des capitaux unifié qu'on fait, elle n'a pas de raison d'être répartie entre les États, elle doit aller au budget européen. Donc, si on fait ce genre de choses avec l'objectif de dire
Je veux par des investissements qui s'attaquent au changement climatique, qui s'adaptent aux problèmes qui s'adaptent à tous les problèmes environnementaux. Donc je structure mes investissements pour ça. Je les structure aussi pour réduire les inégalités, qui sont un élément important dont on n'a pas beaucoup pu parler, mais qui sont un élément cruciaux, qui vont avec. Et eh bien, à ce moment-là, j'avance une démocratie européenne dans le cadre des souverainetés nationales. Et cette démocratie européenne, ça veut bien dire que la démocratie a des dimensions. On a vu qu'elle avait des dimensions subnationales, hein, à travers les territoires. Eh bien, elle a des dimensions supranationales en Europe, parce qu'on a créé, en effet, une entité qui est déjà fédérale, qui est la Banque centrale. Et en effet, on peut à ce moment-là arriver à ce que nous continuons à appeler une double démocratie, c'est-à-dire une démocratie qui est devenant partenariale, participative, et non pas seulement de représentation, est une démocratie qui s'inscrit à l'intérieur des territoires des pays et qui dépasse les pays pour l'Europe. Très bien. Écoute, merci beaucoup Michel. Voilà, on a épuisé le temps, on n'a pas dit toute la richesse des thèmes abordés dans ce livre, mais on en a quand même dit pas mal. On dit donc, allez au livre. Hein. Merci, voilà, c'est ça. Lisez le livre, c'est la meilleure manière de faire. Merci beaucoup Michel.